19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Donner une nouvelle impulsion à l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Les efforts de paix se poursuivent dans la capitale algérienne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit le ministre malien des Affaires étrangères et celui de la réconciliation. Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, appelle à œuvrer davantage à l'application de l'accord de cessez-le-feu en Libye. Les eurodéputés débattent à partir de cette semaine en séance plénière des droits de l'homme au Maroc, au moment où l'étau se resserre davantage sur le Marzana embourbé dans le scandale de corruption au Parlement européen. Et puis, chiffre à l'appui, nous verrons combien coûte aux contribuables le soutien militaire à l'Ukraine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et celui de la Réconciliation, le colonel Ismaël Ouagé. Les deux ministres maliens sont arrivés hier soir à Alger dans le cadre d'une visite de travail en tant qu'envoyés spéciaux du président malien de la transition, Assimi Goïta. Ils avaient la veille été reçus par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Et à propos du Mali, sachez qu'au moins 4 gendarmes ont été tués et 3 autres blessés dans une embuscade à Kouala, dans le sud du pays. 2 véhicules de la gendarmerie ont été brûlés et 2 autres surmontés de mitrailleuses ont été capturés par les assaillants lors de cette opération. 2 assaillants ont également été tués et d'autres faits prisonniers. Autre attaque en RDC. Cette fois-ci, au moins 10 personnes ont été tuées et 39 blessées dimanche dans un attentat à la bombe dans une église du nord-est du pays. Alors que l'attaque n'a pas été revendiquée, un suspect de nationalité kenyane a été appréhendé. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a justement condamné cet attentat meurtrier. La sécurité au Sahel, un point focal pour l'Algérie. Une politique et des initiatives de stabilisation sont menées par Alger depuis l'indépendance. Une responsabilité qui lui incombe en tant que puissance régionale. Souad Ben Batouche. L'importance du Sahel pour l'Algérie n'est pas uniquement liée à la menace terroriste et au bouleversement politique. Cette importance a des vertus ancestrales et est antérieure à l'indépendance des pays de la région. L'implication de l'Algérie dans la région ne se résume pas à certaines initiatives comme la création, il y a plus d'une dizaine d'années, du CEMOC, le comité d'état-major opérationnel commun. La première implication directe de l'Algérie dans le conflit de l'Azawed remonte à 1962. Elle s'est confirmée et renforcée durant 2 décennies à travers une politique étrangère très offensive, notamment sur le continent africain, sur la base des principes de l'Algérie, en l'occurrence le droit des peuples à l'autodétermination, au développement et le droit à un ordre mondial plus juste. L'importance accordée par Alger à la sécurité au Sahel s'explique aussi par une conjoncture régionale inédite. Aucune des frontières terrestres du pays n'est sécurisée, surtout après l'implosion de la Libye et la déstabilisation de la Tunisie. Et à la propagation des groupes armés de l'Est au sud de l'Algérie s'ajoutent les réseaux de trafic de drogue à l'Ouest. La détermination d'Alger à s'intéresser davantage au Sahel s'est renforcée cette dernière décennie après les 2 attaques terroristes, l'enlèvement des diplomates algériens à Gao et l'attaque du site gazier de Tigentourine à In Amenas. Le principe de non-ingérence et du respect de souveraineté absolue toujours observé par l'Algérie, mais en tant que puissance régionale, elle s'assigne le devoir d'introduire des initiatives pour tenter de stabiliser et ramener la paix dans la région. L'exemple du Mali en est la parfaite illustration. Les efforts déployés depuis au moins 10 ans par l'Algérie pour réunir les Maliens autour de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger ne faiblissent pas. Alger compte bien persévérer jusqu'à sa mise en œuvre par les signataires, et ce pour le retour de la stabilité dans ce pays voisin.
Et nous le disions en titre, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Bathily, a exhorté la commission militaire mixte libyenne 5+5 d'œuvrer à l'application de toutes les dispositions de l'accord de cessez-le-feu en Libye, soulignant l'importance du volet sécuritaire afin de créer un environnement politique favorable. Bathily a également annoncé le lancement d'un travail conjoint entre l'équipe internationale de surveillance du cessez-le-feu et les observateurs libyens lors de la réunion de la commission, assure le diplomate. Et enfin, féliciter les membres de la commission mixte d'avoir parlé d'une seule voix, estimant que cette affaire découle de leur engagement envers leur pays, appelant chacun à cesser de parler de l'Ouest ou de l'Est et de ne parler que de la Libye. Un mois après l'éclatement du Maroc Gate, l'étau se resserre davantage sur le Marzen. Les eurodéputés vont débattre à partir de cette semaine en séance plénière des droits de l'homme au Maroc. Le Maroc Gate n'a sans doute pas encore révélé tous ses secrets. Nailaït Hamouda. Le Maroc au banc des accusés. Pour la première fois en 25 ans, les eurodéputés vont débattre en séance plénière des droits humains dans le royaume. Aucun texte le condamnant jusqu'ici n'avait passé la rampe des discussions entre groupes politiques. Mais un mois après l'éclatement du Maroc Gate, qui frappe l'institution européenne, les lignes ont changé et une résolution d'urgence sera soumise au vote mardi. Le fait est tout aussi inédit qu'historique. Le scandale de corruption a réveillé les mœurs et a ouvert la porte toute grande pour discuter des violations qui s'y sont produites jusqu'à présent, à l'exemple de la crise migratoire à Ceuta et Melilla, quand Rabat a jeté à la mort des milliers de personnes, dont bon nombre de femmes et d'enfants. Cette instance législative, composée de près de 700 eurodéputés, s'apprête à adopter une toute nouvelle résolution. Une résolution qui promet en effet d'être cinglante et forte à l'endroit des sujets du Marzen, avec des sanctions et des mesures conservatoires en attendant l'arrêt définitif et exécutoire de la Cour de justice européenne. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, favorable concernant la demande de levée de l'immunité parlementaire visant 2 eurodéputés, formulée par la justice belge qui enquête sur ce scandale. La commission parlementaire des affaires juridiques devra ensuite l'examiner à huis clos et prononcer une proposition de décision qui fera l'objet d'un vote de tous les eurodéputés en plénière. Le Parlement européen devrait se prononcer mi-février sur la levée d'immunité ou pas, d'après certains médias étrangers. Un scandale à la portée planétaire obligera le facto des eurodéputés à réfléchir à 2 fois avant d'oser défendre un royaume corrompu et corrupteur sans attirer sur eux les pires suspicions. Et les crimes du régime marocain à l'encontre du Sahara occidental, une nouvelle fois dénoncés dans un rapport de l'ONG Human Rights Watch. L'ONG y rapporte les différents dépassements et violations des droits de l'homme commis par le Maroc au Sahara occidental occupé à l'encontre des réfugiés demandeurs d'asile. Les autorités de l'occupation marocaine ont systématiquement empêché les rassemblements de soutien à l'autodétermination sahraoui et se sont également opposés au travail de certains groupes locaux de défense des droits de l'homme, notamment en bloquant leur accréditation. Dans un tout autre dossier, un nouveau nom s'ajoute à la liste des victimes de l'occupant sioniste. Il s'agit de Omar Lotfi Khimour, âgé de 14 ans, du camp de réfugiés de Dhaïché, au sud de Beit el-Lahm en Cisjordanie occupée. L'enfant a été mortellement touché à la tête à l'aube lors d'une incursion des forces de l'occupation sioniste qui ont également attaqué plusieurs maisons palestiniennes, tiré des balles réelles, du gaz lacrymogène et des bombes assourdissantes. Et la capitale égyptienne accueille demain mardi les travaux du sommet tripartite Égypte-Jordanie-Palestine, un sommet durant lequel le président palestinien Mahmoud Abbas se réunira avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le roi de Jordanie Abdallah II pour évoquer la coopération des pays arabes à tous les niveaux. Les 3 dirigeants discuteront également des développements dans les territoires occupés. En Europe, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, fragilisée depuis plusieurs semaines par une série de problèmes, a présenté ce lundi sa démission au chancelier Olaf Scholz, une démission qui, par la suite, a été confirmée par le ministère de la Défense.
Et intéressons-nous à présent à toute autre chose. Depuis le début du conflit ukrainien, l'Union européenne a resserré ses rangs pour tendre la main à l'Ukraine en lui fournissant des armes. Reste à savoir combien coûte ce soutien militaire aux contribuables européens dans un vieux continent frappé de plein fouet par une crise financière et une inflation aiguë qui n'a toujours pas dit son dernier mot. Mohamed Wali Ben Chaban. Avec le conflit actuel en Ukraine et pour lutter contre la Russie à tout prix, l'Union européenne s'efforce à armer Kiev pour fragiliser le Kremlin sur tous les fronts, notamment économiques. L'insistance des dirigeants européens sur le fait que l'Europe doit armer l'Ukraine contre la Russie pourrait amener les contribuables européens au sentiment de combien leur coûte cette guerre. Dans son soutien militaire, l'Union européenne a lancé une mission pour former sur son territoire 15 000 soldats ukrainiens et l'octroi d'une nouvelle dotation de 500 millions d'euros pour la fourniture d'armes. Plusieurs formations sont en cours dans différents États membres où des soldats ukrainiens sont entraînés pour se servir des canons, lance-missiles et systèmes de défense anti-aérienne. À cette échelle, l'Europe n'avait jamais mené une mission pareille de toute son histoire. Pour seulement la phase de lancement de la mission de formation des militaires, Bruxelles prévoit un budget de 60 millions d'euros annuellement. L'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne sont les 4 plus gros contributeurs des 27. Ces chiffres ne prennent pas non plus en compte l'accueil des réfugiés qui représentent pour les pays limitrophes de l'Ukraine un effort important. La Pologne a accueilli plus de 8 millions de réfugiés ukrainiens et la Roumanie un peu plus de 1 600 000. Le moins que l'on puisse constater est que cette guerre accable de manière claire les pays et les populations du vieux continent. Mais dans quel objectif? Serait-ce juste une question de leadership? Et on passe au sport et direction la ville d'Oran et le stade Miloud Hadfi, plus exactement où l'on retrouve notre envoyé spécial Salah Faisal. Faisal, bonsoir. Bonsoir Nouhed. Alors Faisal, l'heure était à la première journée du groupe D et déjà un match à rebondissement. L'Angola se dirigeait droit vers une première victoire avec 3-1 et puis c'était face donc au Mali et puis le Mali donc en a décidé autrement puisqu'ils ils ont réussi à égaliser avant la fin de la rencontre. Effectivement, la compétition a démarré ici à Rouen avec le premier match du groupe D. L'Angola et le Mali se sont affrontés 3-3. Et quel match, c'est le plus beau match de ce tournoi. On avait 6 buts, c'est le match qui a connu plus de buts dans ce tournoi. CHAN Algérie 2022. Le Mali, on va dire, il a réussi à son comeback 3-3 après la première mi-temps qui s'est terminée sur le score de 2-1 avec un joueur exceptionnel de la part de l'Angola. Souvenez-vous bien de ce nom, il s'appelle Depou Lorindo Dilson. C'est un joueur qui a beaucoup de talent. À la deuxième mi-temps, l'Angola a marqué un 3e but, mais le Mali n'a pas baissé les bras et il est revenu. Il a fait son comeback grâce à un but de Diaby à la 70e minute et Koulibaly à la 83e minute a réussi à égaliser pour le Mali 3-3. Les Maliens ont dit un seul mot, l'impossible n'est pas malien. Je pense que c'est le plus beau match de ce tournoi et ces deux équipes, je pense que sont déjà favoris. Très bien, merci Salah Faisal. Je rappelle que vous étiez en direct du stade Miloud Hadfi d'Oran. Et demain, les Verts affronteront l'Éthiopie à 20h. Après une victoire face à la Libye, les poulains de Majid Bougara sont à 90 minutes du prochain tour. En fait, l'équipe d'Éthiopie, je pense que elle peut presser comme elle peut rester en bas. Je pense qu'elle va varier son jeu. Voilà, nous, on a travaillé sur ça tactiquement. On sait à quoi s'attendre sur ces deux situations-là. Et on a notre idée aussi de comment aborder ce match-là. Mais en tout cas, moi, j'aime bien jouer contre une équipe joueuse. Je pense que déjà, c'est bien pour le spectacle, pour les supporters. Mais en tout cas, voilà, on est prêt pour les deux situations. Et voilà, la plupart des équipes vont nous attendre, surtout quand vous jouez contre une équipe qui joue à domicile. Donc les équipes vont être prudentes. Et on verra demain ce qu'il y aura, Inch'Allah.
L'autre rencontre de ce groupe opposera un peu plus tôt à 17h le Mozambique à la Libye, toujours au stade Nelson Mandela. Et puis n'oubliez pas ce soir à suivre dès 20h la rencontre opposant le Cameroun au Congo. On arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.